Vous souvient-il de ce vers d'Aragon mis en musique par Léo Ferré? C'est tiré de La guerre et ce qui s'en suivit, lui-même extrait du roman inachevé de 1956. « Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri ». Ce vers est poignant. Je me demande quel poète ou quelle poétesse pourrait parler de la guerre en Syrie. Nous allons en parler. Nous allons pas parler des morts. Le vers d'Aragon était à propos de la Première Guerre mondiale. Nous allons parler, je le dis sans aucun cynisme, de ceux qui ont survécu et qui n'ont rien perdu, hélas, en atrocité. Ils ont survécu, la plupart du temps, parqués dans des camps. Et c'est de ces camps de réfugiés syriens que nous allons parler lors de ce volet de présence du passé, préparé comme d'habitude avec notre partenaire habituel, le CHS, Centre d'Histoire Sociale des Mondes Contemporains, avec nos deux invités du jour, la chercheuse Anna Jabert et le professeur au Collège de France, Henri Laurence. Je voudrais vous demander d'emblée, Henri Laurence, comment trouver une sorte de présence du passé ou de concordance des temps, un écho entre cette guerre en Syrie qui se passe sous nos yeux, qui s'est longtemps passée sous nos yeux, et d'autres événements. La première chose qui vient à l'esprit, me semble-t-il, parce que nous sommes focalisés sur le XXe siècle, c'est la guerre d'Espagne. C'est la guerre d'Espagne avec son flot de réfugiés et la retirada. Mais j'imagine, vous qui avez un champ de profondeur un peu plus large, que d'autres exemples vous viennent à l'esprit, peut-être au XIXe siècle. Mais que pensez-vous déjà de cette guerre d'Espagne qui semble annoncer le pire ? Non, pour la guerre d'Espagne, évidemment, ce serait presque paradoxalement une situation proche-orientale qui s'est déroulée en Europe, c'est-à-dire une guerre civile dans laquelle des puissances extérieures s'ingèrent ou sont impliquées. Du côté des républicains, vous aviez le mouvement communiste international, vous aviez une aide discrète de la France du Front populaire, et puis de l'autre côté des nationalistes, vous aviez l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Et c'est en cela que la guerre d'Espagne avait été ressentie comme le prodrome de la Seconde Guerre mondiale ou comme un terrain d'essai. Donc ça, au Moyen-Orient, des guerres dans lesquelles les grandes puissances se trouvent impliquées ou s'ingèrent à titre divers, vous en avez un paquet depuis 2 siècles et quelques. Non, l'expression que j'utiliserai, moi, c'est terre de sang, les Bloodlands, selon l'expression, je sais que vous détestez l'anglais, de Timothy Snyder, qui l'avait fait à propos de l'espace entre la Baltique et la mer Noire sur plusieurs décennies, entre 1914 et disons les années 50, dans lesquelles les populations se sont trouvées dans des situations de génocide faits par des forces contradictoires, voire même opposées. Par exemple, les grands massacres staliniens, la famine ukrainienne, et puis 10 ans après, la Shoah par balle par les nazis. Et cette notion de terre de sang, on peut la retrouver aussi sur l'Anatolie de la Première Guerre mondiale, avec la destruction de la chrétienté anatolienne entre 1912 et 1922, pour simplifier les choses avec ce qu'on appelle la génocide arménien, mais c'est plus vaste, c'est la destruction totale d'une communauté chrétienne de plusieurs millions d'habitants qui était là ancrée depuis près de 19 siècles sur place. Et j'ai l'impression que l'Irak et la Syrie d'aujourd'hui sont les terres de sang d'aujourd'hui qui rappellent ce qui s'était passé en Anatolie et en Europe centrale et orientale il y a quelques décennies. Qui pourrait même rappeler 22-24, ces transferts incroyables de population de la côte anatolienne vers la Grèce et vice-versa. Et justement, ces déplacements de population nous mènent directement à notre sujet sur les réfugiés syriens. Il faut d'abord se demander, je crois, Anna Jabert, comment on pourrait présenter et définir les camps. Les camps, on ne va pas faire
toute une histoire. Néanmoins, rappelons juste un petit fait. En 1935, l'ambassadeur de Sa Majesté roi d'Angleterre à Berlin va se plaindre auprès de Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Reich, des camps nazis qui commencent sur le territoire à concentrer les ennemis du régime, et en particulier les communistes. Et Ribbentrop, avec une sorte de morgue railleuse, rappela à l'ambassadeur « Mais enfin, ces camps, c'est vous qui les avez inventés pendant la guerre des bourgs ». Les camps de concentration. Et les camps de concentration sont devenus, sous la férule nazie, des camps d'extermination à partir de 1942. Et donc, dès qu'on entend le mot camp, trop souvent l'esprit public tremble en pensant à l'extermination. Là, il s'agit de camps de réfugiés. Mais le mot camp est néanmoins terrible à entendre. Ce qui ressort à chaque fois qu'on parle de camps de réfugiés, c'est évidemment... Il y a d'abord la question carcérale, c'est important, donc cet espace délimité sous surveillance. Il y a une autre dimension qui est cette espèce de chaos de population, de groupes de population informes, difformes, incontrôlés, indisciplinés, chaotiques, d'individus, de groupes, de familles, de femmes, d'hommes, d'enfants, toute cette espèce d'une population incontrôlée, incontrôlable et complètement désorganisée qu'il va falloir vraiment encadrer et surveiller pour des raisons qui sont ensuite reconstituées après coup. Il y a donc cette dimension. Il y a ensuite une dimension politique qui est de faire de ces camps, de ces lieux ou de ces structures, on va dire, des instruments de négociation politique à l'échelle politique entre États. Il y a toute la partie technique qui est de distribuer des vivres et de réorganiser ces populations selon des critères qui sont des négociations entre des normes imposées par l'extérieur, par les Nations Unies, par les politiques nationales, etc., et des dynamiques intérieures de gens qui ne veulent pas, en fait, qui veulent s'organiser aussi comme ils veulent. Donc on est dans un espace, je dirais, moi, d'anomie totale, mais sous contrôle extrême. Et donc là, pour le coup, on a toute une littérature, en fait, qui est très utile. C'est les littératures de Primo Levi, bien entendu, qui est utile pas seulement pour l'univers carcéral, etc., mais aussi pour ces espaces de négociation, d'oppression, de liberté, de tractation entre des individus qui sont quand même doués d'un certain, encore de volonté, de libre arbitre, de capacité de décision, de volonté politique, de réorganisation collective et une espèce de chape politique, sécuritaire et administrative qui leur est imposée. Donc on est dans cette, disons globalement, théoriquement, on est dans cette configuration, me semble-t-il. Après, il y a l'histoire sociale qui fait son œuvre et cette espèce d'interaction qui se fait avec l'environnement. Et là, ça devient un autre processus. Voilà. Nous y reviendrons, voilà. Mais je voulais en profiter pour demander à Henri Laurence, comment l'entendez-vous, c'était jadis le titre d'une émission de France Musique, comment l'entendez-vous ce mot « camp » au regard de la question d'Orient? Je ne veux pas tout retourner et parler de la malade Abdelkader, justement en Syrie, sous la surveillance du colonialiste français de fraîche date, mais ces camps, comment les entendez-vous? Ça, encore une fois, ça revient pour l'Orient au sens large du terme, parce que ça comprend la péninsule balkanique. C'est ce qui commence, disons, à partir de 1821, c'est-à-dire de la révolte grecque, des massacres symétriques entre musulmans et chrétiens, et ce qu'on appelle aujourd'hui le nettoyage ethnique. Vous avez un livre magnifique et absolument terrifiant de Mazurel qui s'appelle « Vertige de la guerre », sur la révolte grecque et toutes les atrocités qui ont été commises à ce moment-là, et quel regard les volontaires européens qui se battaient du côté des Grecs ont eu sur cette violence terrifiante entre populations civiles
qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Donc, dont les volontaires, dont Lord Byron, évidemment, Missolonghi. Et voilà, il y a environ 1200, 1300 volontaires européens philhellènes qui viennent se battre et qui découvrent que ce n'est pas des armées napoléoniennes qui se battent, mais des populations, et que la première chose qu'elles font, c'est de se massacrer entre elles de façon la plus abjecte. C'est intéressant, quand on parle de la question d'Orient, vous deux, vous l'avez fait tout à l'heure, de ramener à l'Europe. Je trouve ça intéressant, ce mouvement, parce que l'Europe veut absolument mettre ça au-delà de la Méditerranée. Et vous... Oui, non. Bon, Toynbee, dans un texte, pour moi, qui est un grand texte, qui est publié en 1922, qui s'appelle The Western Question, la question d'Occident, et dit qu'il n'y a pas de question d'Orient, il n'y a qu'une question d'Occident. Et il lui donne deux sens en 1922 qui sont toujours assez valides. La première, évidemment, c'est que dans la question d'Occident, dans la question d'Orient, ce sont des puissances occidentales qui s'opposent. Et le second sens, alors dans le vocabulaire de l'époque, c'est celle de l'occidentalisation des sociétés dites orientales, c'est-à-dire la construction de l'État moderne, c'est-à-dire la construction de populations homogènes, donc chasser les autres, etc. À partir du moment où vous faites un État dit moderne dans les Balkans d'abord et puis en Orient ensuite, vous faites disparaître des populations, enfin vous considérez d'un seul coup de plume des gens qui sont là depuis des millénaires comme des halogènes, comme des autres, alors qu'elles sont là depuis 20 siècles ou même plus, au-delà. Et donc ce mécanisme de la construction de l'État moderne qui ne peut passer que par la distinction entre eux et nous, et donc la disposition des autres, et donc si ce sont des autres, ce sont des minorités, donc soit on leur donne un statut particulier, soit on les élimine parce qu'elles constituent un danger, et ainsi de suite. Donc ça, cette machine infernale, et donc toute la balkanisation du 19e siècle, en particulier la guerre russo-turque de 1877-1878 et la guerre balkanique de 1912-1913 voient des myriades de populations, des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées et qui fuient dans des conditions absolument terrifiantes, pire que celles du XXe, parce qu'on n'a pas les structures sanitaires à l'époque que l'on a au XXe siècle. Vous trouverez sur l'Internet, parce qu'il est disponible en français, le rapport Carnegie publié au début de 1914 sur les guerres balkaniques, qui est un texte absolument effrayant, qui décrit toutes les atrocités qui ont été commises à ce moment-là et qui sont celles de notre siècle depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui. C'était donc le célèbre Carnegie, l'Américain, avait laissé sa fortune pour une fondation pour la paix. Et donc le premier travail avait été envoyé à une commission de Français, dirigée par un prix Nobel français. Je crois qu'on Destournel quelque chose, et ça a été publié au début de 1914, et tout est dit dedans. En particulier, il y a une page absolument extraordinaire, parce que non seulement il s'interroge sur les victimes, et le sort des victimes, et les malheurs des victimes, mais il se dit qu'est-ce qui va devenir des bourreaux en disant, déjà, oui. Après ce qu'ils ont commis, comment pourront-ils vivre? Et cette question, elle est posée au début de 1914. Nous n'avons cessé de récapituler depuis, et ce qui fait le lien avec ce que vous venez de dire, me semble-t-il, par rapport à notre, non pas notre belle aujourd'hui, comme disait le poète, mais notre terrible aujourd'hui, notre effroyable aujourd'hui, c'est la Turquie. La Turquie est un des trois États principaux accueillant des réfugiés syriens, une Turquie qui, avec l'actuel Erdogan, se rêve en puissance impériale en ayant tous les avantages et aucun inconvénient aux yeux de l'autocrate, c'est-à-dire une espèce d'absence totale de brassage culturel et ethnique, puisque l'Empire ottoman était une mosaïque extraordinaire, et nous savons depuis que la Turquie est réduite aux acquêts de la simple Turquie avec Atatürk, est un peuple qui se veut, un État, je veux dire, qui se veut furieusement homogène. Et j'aimerais savoir comment se passe justement en Turquie. Ensuite, nous verrons deux autres États que sont le Liban et la Jordanie, ou plus la Jordanie et le Liban, comment la Turquie reçoit
ces réfugiés, vous avez employé le mot halogène, alors qu'ils ont une vision de l'État qui refuse précisément le plus possible le xénos, l'étranger. Ils ont très rapidement réagi de façon qui, en ouvrant plus ou moins les frontières, et il faut le dire, en construisant des structures d'accueil tout à fait adaptées, des camps mais avec des conditions d'accueil tout à fait décentes, et ouvert des possibilités de travail et d'installation des réfugiés en se faisant passer pour les sauveurs d'un monde musulman ou de peuples opprimés, etc. Enfin bon, d'une Syrie malmenée. Et ça a duré, en fait. Ça a été sur la durée. Maintenant, en parallèle, il y avait une autre politique qui était menée, qui était une politique beaucoup plus intrusive dans le champ syrien, mais ça, c'est autre chose. Cette politique d'accueil a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué, et il y a eu, en fait, quasiment maintenant, je crois, on est près de 3 millions de réfugiés en Turquie, au moins, je me demande si c'est pas davantage. Ces réfugiés sont, d'abord, ils sont beaucoup plus visibles aujourd'hui dans l'espace national turc, dans les villes, on entend parler arabe, ce qui, dans les années 90, était quasiment impensable. Mais en même temps, ils sont accueillis, ils sont reçus, ils ont l'autorisation de travailler, ils ont des protections, mais aux conditions turques. Donc pas aux conditions de, disons, de personnes résidant de seconde zone, accueillis sous réserve et sous certaines conditions. Tous ceux qui étaient d'origine, par exemple les Turkmènes, ont été naturalisés. Les grandes compétences ont été naturalisées. Toutes les familles syriennes d'origine turque ont été naturalisées. Comme les Shishakli et les Kouatli et tout ça, ils ont très rapidement été réintégrés. Ils ont réintégré le giron de la nation turque et ils ont été très bienvenus. Donc reste en ballottage deux catégories de population. Les catégories intermédiaires, en fait, des diplômés, mais sans qui n'apportent pas une plus-value à l'État turc, et les catégories sociales modestes et ces gens-là, cette catégorie-là, elle est l'objet d'un deal, en fait, me semble-t-il. C'est comme ça que je la vois de l'extérieur. Ça reste les observateurs du terrain, on va dire turc, auront beaucoup plus de nuances à apporter, et souvent utilisé comme un moyen de pression sur l'Europe. En fait, c'est en gros, vous nous donnez ce qu'on veut, donc on garde ces gens-là chez nous, sinon on ouvre la frontière et on vous largue, on fait un lâcher de migrants, on va dire, enfin, c'est presque un lâcher de frelons, c'est un lâcher de migrants, voilà. C'est malheureux à dire, mais on l'a vu en 2015, en fait. Il n'y a pas très longtemps, Erdogan a dit exactement, il a annoncé en disant « Nous avons protégé, nous avons fait, nous avons gardé toute cette population chez nous, sinon on aurait pu les envoyer en Europe. » Donc ça revient pour revenir à la question de camp, c'est pas seulement un espace, là pour le coup, qui est dans une situation d'otage, c'est un groupe de population. Donc c'est un espace, un camp virtuel, on va dire, indéfini dans les lieux, mais en tout cas, les gens, eux, sont maintenus en otage. C'est ce qui explique en partie toute la stratégie que ces gens-là se mettent à développer aujourd'hui, là, quand ils ont compris que les choses étaient, qu'ils allaient être des otages de la politique turque, ces stratégies absolument désespérées d'essayer d'atteindre l'Europe pour pouvoir ne plus être des otages d'une Turquie qui est en train de faire son entrée maintenant et prendre possession, en fait, se mettre à l'aise dans le nord de la Syrie. Dans le nord de la Syrie. Et, je voudrais rebondir avec vous. Oui. Parce que je suis allé en Turquie récemment, donc... À Istanbul, maintenant, les gens se plaignent en disant il y a trop d'Arabes. Et ils disent toutes ces femmes en noir et voilées, c'est pas des Turcs, c'est des Arabes. Mais en même temps, on voit très bien
que des zones qui jadis avaient été des zones de peuplement arabe avant les grandes homogénéisations, la Syrie s'étendait beaucoup plus au nord que la Syrie étatique qui a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ces anciens territoires syriens sont en train d'être resyrianisés, ce qui est un paradoxe. Alors Erdogan, on peut penser beaucoup de mal, j'en pense beaucoup de mal, mais c'est quand même le pays qui a fait le plus pour les réfugiés, de très loin, avec quand même donc des naturalisations de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et paradoxalement, dans le jeu intérieur turc, les forces dites démocratiques sont farouchement anti-réfugiés, tandis que le parti de l'AKP, que nous traitons de grands méchants islamistes, est le parti qui prend la défense des réfugiés en Turquie. Alors on l'accuse de vouloir faire des réfugiés d'une réserve électorale un jour ou l'autre par le biais des naturalisations. Mais c'est quand même, là, on a un regard un peu inversé par rapport à ce qu'on pense en France. Oui. Même si on sait que l'AKP tient plus de l'islamisme conservateur que de l'islamisme tout court. Mais... Oui, mais les réfugiés qui sont là sont des gérants des populations généralement très conservatrices. Donc elles rejoignent, en fait. Voilà. Elles sont dans... Oui. Mais je voulais vous faire rebondir sur un troisième point, parce vous avez bien montré la Russie ottomane, le bras de fer avec l'Europe, surtout Bruxelles et Berlin, et un tout petit peu Paris. Et j'ai assisté à la dernière conférence de presse à l'Élysée de Erdogan et Macron. C'était extraordinaire de voir la tension entre ces deux-là. Mais il y a tout de même, le mot n'a pas encore été employé, la question kurde. Couper l'herbe sous le pied des Kurdes, vous l'avez juste sous-entendu. Là, il faut peut-être en dire un mot. Bon, il y a des choses. Bon, vous savez, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Alors, il y a les bons et les mauvais Kurdes. Il y a les bons Kurdes qui veulent l'indépendance en Irak et les mauvais Kurdes qui veulent l'indépendance en Turquie. Mais simplement, ils ne sont pas dans les mêmes alignements des astres ou de la géopolitique. Donc, plaisanterie mise à part. Les Kurdes, c'est comme les Irlandais pour les Britanniques. D'un côté, vous pouvez avoir un territoire tout à fait homogène. Bon, c'était l'Irlande irlandaise. Mais de l'autre côté, vous devez avoir 2 ou 3 millions de Kurdes à Istanbul. Et donc, même si vous avez une indépendance du Kurdistan ou une autonomie culturelle renforcée, restera toujours des millions de Kurdes qui sont sur la côte méditerranéenne. Comme les Irlandais qui avaient émigré en Grande-Bretagne sont restés en Grande-Bretagne et sont devenus des citoyens britanniques et ont cessé d'être irlandais, sauf maintenant avec le Brexit. Il y a des paquets de Britanniques qui se rappellent qu'ils sont irlandais. C'est ça, oui. Et le filet de sécurité, backstop, comme on dit, crée effectivement des vocations rétrospectives assez phénoménales. C'est intéressant cette question irlandaise et kurde parce que les époques coïncident, 21-22 pour l'Irlande et pareil la suite de la Première Guerre mondiale pour la Turquie qui perd son arrière-pays ottoman, si j'ose dire. Néanmoins, tout de même, parce que vous avez fait un panorama sur la question kurde, Erdogan, ou Erdogan, comme on dit, comment joue-t-il de cette question kurde par rapport à la question des réfugiés elles-mêmes? Je crois qu'il c'est pas les mêmes zones. Il n'est pas en train de repeupler le Kurdistan de réfugiés syriens. Et il ne fait pas de donnant-donnant géopolitique. Et dans la question kurde, Erdogan est d'un cynisme absolu ou d'un opportunisme total. C'est-à-dire, il y a 5 ans, il jouait la réconciliation avec les Kurdes, et c'est parce qu'il était en train de perdre les élections qu'il a relancé la guerre civile avec les Kurdes. Donc rien ne lui interdit pour l'instant de refaire un volte-face. Son problème, c'est qu'actuellement, pour avoir une majorité en Turquie, il est obligé de s'appuyer sur un parti ultranationaliste laïque, qui est lui farouchement anti-kurde, beaucoup plus que lui. Erdogan, lui, de ce côté-là, c'est du pur opportunisme, ou du cynisme, comme vous voulez. Il se moque de savoir oui ou non si les Kurdes veulent parler kurde ou autre. Ce qui l'intéresse, c'est d'utiliser la question kurde pour se maintenir au pouvoir.
D'accord. Je voudrais maintenant que nous passions dans ce rapide tour d'horizon des camps de réfugiés syriens aux frontières de la Syrie, que nous puissions parler d'un autre pays d'accueil qu'est la Jordanie. C'est quand même une société, enfin moi c'est mon hypothèse de travail, c'est une société, tout ce qu'il y a de plus moderne en fait au sens historique, parce que c'est une société qui se construit ad hoc au fur et à mesure des conflits, c'est une société que les conflits nourrissent et d'une certaine façon que les guerres soudent à l'intérieur. On a vu comment toute l'évolution comme ça, comment c'est un pays qui a émergé qui a été créé par défaut, par des circonstances qui en réalité ne sont pas liées à aucune homogénéité, on va dire une longue histoire sociale, politique, économique. Non, c'est des petites communautés par-ci par-là, davantage liées à Damas ou à des villes palestiniennes, et qui petit à petit, par le jeu pour le coup des grandes puissances, a constitué un fait territoire. Or, dans ce territoire, il fallait réinventer une identité nouvelle, des rapports de force, des rapports de pouvoir, des dynamiques sociales, sachant que ces dynamiques étaient déjà là, entre la Palestine de l'Est vers l'Ouest, entre la Transjordanie et les deux rives du Jourdain, et vers le nord avec la Syrie, et vers le sud, vers l'Arabie Saoudite, et vers l'Est, vers l'Irak. Donc on a des mariages, on a des familles, on a des marchands, on a des intérêts économiques, et donc les liens se sont reproduits de génération en génération jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc on se retrouve avec, en même temps, c'est le seul pays qui, au vu de l'histoire récente depuis 1948, on va dire, qui est resté, on va dire, à l'abri des grands conflits, où il n'y a pas eu de guerre interne, il n'y a pas eu de... Septembre noir en 70, c'est ça? C'est un gentil... Maintenant, c'est un petit massacre. Rétrospectivement, il paraît bien gentil, Septembre noir, en fait. Hein. Ça paraît presque une... Ce que je voudrais retenir, ce n'est pas tant ce que nous disions à l'instant, c'est, en gros, je vous posais la question en disant, la Jordanie, ce qui sous-entendait ma question, c'est une majorité de Palestiniens. Et vous me répondez, mais les Palestiniens d'hier ont fait les Jordaniens d'aujourd'hui, et les Syriens d'aujourd'hui feront les Jordaniens de demain. Oui, et en ce sens, vous nous montrez une sorte de voie politique qui nous permet de ne pas raisonner en Européens prêts à repartir comme en 14. Si j'étais un peu cynique, je dirais que toute l'histoire de la Jordanie, c'est de l'import-export de population. Vous prenez une série d'exemples. Bon, évidemment, ils ont eu les Palestiniens, ils ont eu les Palestiniens du Koweït qui sont retournés au début des années 90, ils ont eu les Irakiens, et maintenant, ils ont les Syriens. Mais en même temps, les Jordaniens exportent leur population à un certain niveau de compétence parce qu'il y a un bon système d'enseignement en Jordanie, dans les pays du Golfe. Et ils ont beau avoir des millions de réfugiés, ils importent de la main-d'œuvre égyptienne. Exact. Pour faire tourner leur agriculture et pour faire tourner ce qu'on appelle des quiz, c'est-à-dire des zones industrialisées spécialisées. Il suffit d'avoir 10 ou 15% de capitaux israéliens, 85% de capitaux locaux, pour avoir le droit d'exporter hors douane aux États-Unis les produits dans ces quiz. Et donc ces quiz tournent avec une manœuvre qui est plus de 50% non jordanienne. Oui, exactement. Alors qu'ils étaient à la base, selon les accords d'Aqaba, ces quiz ont été conçus justement pour résorber le chômage dans le pays. Et donc, voilà. Donc, pour l'image, ce seraient des Philippins ou des Égyptiens qui fabriquent des téléviseurs chinois à destination du marché américain. Oui. Et qui le font en Jordanie, en fait. Et donc, nous avons eu avec la Turquie ce modèle dont nous avons parlé, la Jordanie, vous venez d'en parler. Je voudrais maintenant que nous parlions du Liban. Au miroir des réfugiés syriens, le Liban, si je voulais le définir, c'est une sorte de mosaïque culturelle. Et donc, comment les réfugiés syriens sont-ils accueillis en ce qu'ils renforcent certaines communautés et affaiblissent d'autres? On est dans les mêmes, disons, les permanences, c'est-à-dire l'apport d'une société qui arrive et qui est perçue exogène
au regard des rapports, disons, des marqueurs politiques, confessionnels et donc comment intégrer ces Syriens dans l'équation confessionnelle, c'est toute la question. Enfin, maintenant aussi, il y a le fait que aussi la population libanaise, une grande partie de la société libanaise, elle est faite de diaspora. Une diaspora qui à la fois est très liée au Liban, mais en même temps qui ne veut pas rester au Liban. Donc c'est une espèce de rapport de pays de villégiature, je crois. Enfin bon, je ne sais pas. Mais non, mais c'est de retraite. De retraite. Le premier exemple, c'est qu'il est impossible de connaître la population réelle du Liban parce qu'elle change tout le temps. Je veux dire, à tel mois, elle a 200 000 habitants de plus, et puis 6 semaines après, elle en a 300 000 en moins. C'est comme si, en France, la population changeait de 10 millions dans un sens ou dans l'autre tous les trimestres. Donc c'est un peu un casse-tête. Il y a longtemps qu'on a cessé d'essayer de compter la population libanaise parce que ça n'a pas de sens. Mais les réfugiés syriens, on peut les compter. Combien sont-ils à peu près au Liban? Les réfugiés, ça dépend de ce que vous appelez réfugiés. Normalement, théoriquement, jusqu'en 2013, un Syrien pouvait entrer au Liban en tant que Syrien sans avoir besoin de quelques documents que ce soit. Avec sa pièce d'identité, il était bienvenu au Liban, pourvu des accords, justement, syro-libanais, etc. Après, à partir du moment où la question a commencé les réfugiés sont devenus un enjeu politique, géopolitique, on va dire, là, pour le coup, ils ont commencé à être décrits comme un fardeau. Alors, avec des positionnements en fonction de qui parle des réfugiés, ça devient un fardeau et il y a eu des restrictions avec des conditions d'entrée, de sortie, de circulation, mais combien ils sont, on en est maintenant. À un moment donné, ils ont annoncé 1,5 million. Certains parlent de 2 millions. Je pense qu'on doit être autour de. Enfin, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Si on veut être honnête, on ne peut pas savoir. Anna Jaber disait un fardeau, mais c'est à la fois un fardeau et un enjeu. C'est un enjeu. Un enjeu notamment politique, comme force. Non, pas de ce point de vue-là. On n'est pas dans les situations des Palestiniens des années 60, qui étaient les alliés stratégiques de la communauté sunnite libanaise. Ça, c'est un épisode qui est complètement terminé. C'est un fardeau au sens que vous avez des ressources limitées, que la production d'électricité, la production d'eau, etc., la présence d'1,5 million de personnes supplémentaires, c'est comme si d'un seul coup en France vous aviez 20-25 millions de gens qui arrivaient. Ça pèse sur l'ensemble des services sociaux, sur les choses élémentaires qui sont l'eau, l'électricité, et ainsi de suite. Alors, comme de toute façon ces systèmes sont très déficients au Liban, la population, on va dire, c'est la faute aux Syriens. Exactement. Mais ça correspond aussi à une réalité, c'est qu'il y a une surcharge. Mais en même temps, on n'en a pas parlé encore sur la question, parce que là où il y a un réfugié, il y a humanitaire. Oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent et il y a une partie de la Syrie qui est devenue un ONG land. C'est ça. Oui. Du Liban, je veux dire. Du Liban. Mais les bailleurs, c'est l'Occident et le FMI. C'est la communauté européenne. Oui, ça c'est... Via les ONG. Mais oui, vraiment, c'est vraiment il y a un marché des ONG qui est assez impressionnant. Maintenant, ceci étant, quand je parle de fardeau, c'est bien entendu entre guillemets, et c'est assez étrange quand on demande aux gens. Alors, le discours général, c'est les Syriens sont un fardeau. Au Liban, c'est le discours, on va dire, dominant aujourd'hui, quelle que soit la position des uns et des autres par rapport au conflit syrien ou par rapport au régime. Jusqu'à quelques années, ceux qui étaient anti-régime disaient que c'était pas un fardeau et ceux qui étaient pro-régime disaient que c'était un fardeau. Le fait est que on dit que c'est un fardeau, mais comme dirait une des cousines que j'avais interviewées au Liban, disait c'est marrant, tout le monde dit que c'est un fardeau, mais en même temps on peut plus se passer d'eux, parce que ce sont en fait des populations ou des extrêmement dynamiques.
c'est une société, la société syrienne est une société tonique, est une société très tonique, active, inventive d'opportunités économiques, de compétences. C'est une société compétente en termes de compétences manuelles. Et c'est quelque chose qui fait défaut au Liban. Ce sont des compétences qui n'existent de moins en moins au Liban. Les électriciens, les menuisiers, les forgerons, les tisserands, enfin, toute cette industrie qui fait la ville. Maintenant, ils ont besoin des Syriens. Vous m'amenez à la conclusion de cette émission qui est passée trop vite. Nous avons encore beaucoup de thèmes à aborder, mais le réfugié comme sel de la terre. J'aimerais, vous disiez tout à l'heure, en employant un chiffre, c'est comme s'il y avait je ne sais combien de millions en France. Je voudrais qu'on termine avec vous, peut-être sur la France, sur cette espèce de folie fantasmagorique qui se joue à propos d'un afflux, d'une vague de réfugiés, alors que les chiffres sont piteux. Et par rapport à cette chance que pourraient être les réfugiés dans un pays qui se cherche parfois des plombiers et des électriciens. Et j'aimerais avoir votre avis, à l'un et à l'autre, sur cette façon qu'a la France, comme un vieux pays fourbu sur sa litière, de se mettre en dehors du coup et de ne réagir qu'en termes de fantasmes. Il y a des situations évidemment extrêmement différentes. Vous avez une articulation culturelle, une image française qui est celle du village, de l'enracinement, etc. Pensez aux affiches de Mitterrand en 1980, qui faisait reprendre une affiche de Vichy d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté, vous avez une France issue d'immigration qui fait qu'un Français sur 4 au moins un grand-parent étranger. Et donc, c'est un peu la complexité de notre pays, parce que d'un côté, on fonctionne sur une réalité d'enracinement pluriséculaire dans des lieux, et de l'autre côté, nous sommes probablement la population européenne la plus mêlée de l'Europe continentale, voire de l'ensemble. C'est juste le temps de s'en apercevoir. Oui, mais à chaque fois, les gens se sont... Chaque strate s'est ensuite enracinée en reprenant... moi, j'ai vu ça dans des villages du Languedoc, où pratiquement vous avez eu un remplacement de population, puisque la population de souche ancienne a presque disparu, a été remplacée par des Espagnols depuis le début du XXe siècle. Et aujourd'hui, ces Espagnols entretiennent avec un soin religieux, enfin ces descendants d'Espagnols, parce qu'ils sont évidemment français, avec un soin particulièrement attentif, les monuments aux morts de la Grande Guerre, alors que pratiquement aucune de leurs familles n'ont leur nom sur ce monument. Et c'est ça, à la fois la migration et l'enracinement. Et d'autre part, vous avez des raisons proprement économiques, qui est, l'Allemagne, elle était en déficit démographique, elle a pu compenser une partie de son déficit démographique en intégrant, et assez bien finalement, 1 million de Syriens. Tandis que nous avons un chômage structurel depuis 1974-1975 qui est extrêmement élevé et qui fait que les populations sont hostiles à l'arrivée de nouveaux arrivants. Est-ce que le calcul économique est bon et mauvais, c'est autre chose, mais ils le perçoivent comme une menace. C'était la curiosité des Gilets jaunes, si on peut faire des généralités sur les Gilets jaunes, c'est que d'un côté, vous aviez des Mohamed et des Bachir dans les Gilets jaunes qui travaillaient avec les gens, les Paul et les Antoine, et qui mangeaient des merguez comme tout le monde. Mais de l'autre côté, les gens des Gilets jaunes ne voulaient pas l'arrivée de réfugiés. Certains, oui, effectivement. Mais le dernier mot sur cette question des réfugiés, qui est peut-être une question beaucoup plus dynamique, ouverte et moderne. Je voudrais revenir à ce que vous aviez dit au départ, parce que ça s'est resté dans ma tête, l'idée des survivants des camps, et en fait la mettre un peu avec ce fantasme qu'on a à la base quand on parle de réfugiés. On a l'impression que c'est quelqu'un de complètement exsangue, à bout, et qui est un survivant en fait finalement, qui arrive et qui va donc à la fois charger la communauté d'accueil et de culpabilité
je dirais, de poids, qui va être un poids pour le réhabiliter, entre guillemets, ou le ramener à la vie, etc., et qui va soulever des problèmes, etc. Ce qu'on oublie, ce qu'on ne veut pas savoir ou qu'on ne cherche pas à savoir, c'est qu'en réalité, un réfugié, c'est juste un mot qu'on met sur un individu qui, à un moment donné, se déplace d'un endroit à un autre à la recherche d'une plus grande sécurité. Mais que cet individu, avec sa famille, son environnement, etc., c'est aussi un individu qui a une histoire, qui a des compétences, qui a des diplômes, qui a des rêves, qui a des projets, et qui n'a qu'une envie, c'est de se poser quelque part pour pouvoir reprendre un train de vie qui a été interrompu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'un camp de concentration. Un réfugié, c'est pas quelqu'un qui vient, il vient d'une dictature, c'est une chose, mais il n'a pas été mis, c'est-à-dire dans cette logique qui est extrême, qui est celle d'un camp de concentration. Ce n'est pas ce fantasme-là qui est ressurgi quand on parle du camp et qui nous ramène immédiatement à un imaginaire concentrationnaire, ne s'applique pas. Il faut le laisser à distance quand on regarde les réfugiés et les camps dans lesquels ils se trouvent. Parce qu'ils sont dans des logiques de réinventer et de repartir d'un nouveau pied dans la vie. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. La patrie de Descartes et du cogito ergo sum. On arrivera peut-être un jour à se dire je migre donc je suis. Nous verrons cela. En tout cas, merci à vous deux et merci au CHS et à sa cheville intellectuelle, Françoise Blum. À une prochaine fois. Merci.